allez-y. La succession se prépare. On sait, après telle personne vient. Par conséquent, il faut commencer à préparer cette personne. C'est comme ça. On ne peut pas venir du jour au lendemain devenir chef d'un village dont on ne connaît pas les origines, dont on ne connaît pas tous les villages chez nous sont assis sur des principes et des totems qu'on doit respecter. Okay. Toi, tu ne connais rien, tu viens, tu veux être chef de village parce que tu as duré dans le village, tu as été à l'école, ou bien en tout cas ton grand frère a été à l'école, vous avez l'argent plus que les villageois eux-mêmes. Et généralement, les autochtones sont les plus pauvres dans leur village. Ah bon? Oui, généralement c'est comme ça. La terre les appartient, c'est eux qui donnent la terre à ceux qui viennent. Vous êtes venus chez nous, soyez les bienvenus. Voilà une partie de terre que vous pouvez cultiver pour que on puisse être dans le village ensemble. Maintenant, avec le temps, tous ceux qui arrivent ont eu des terres. Et toutes ces terres-là quittent dans la grande terre du chef de village. Okay. Donc, du coup, à un moment donné, lui, il va être celui qui a moins de terres. Ouais. D'accord, je comprends. Revenons un peu à notre Béaba, c'est-à-dire comment est-ce que ces anciens-là peuvent aider les plus hautes autorités aujourd'hui dans leur mission? Leur conseiller, et on leur donne des missions. C'est-à-dire, au niveau de chaque localité, on va à partir de la commune, on clarifie clairement quel est le pouvoir du chef de village. Quelle est sa limite? Il faut qu'il le sache. Il n'y a pas de pouvoir sans limite. Même le président de la République a un pouvoir avec des limites. Okay. Donc, le maire, la cohabitation entre le maire et le chef de village, il faut que ça soit clairement défini. Okay. Pour que le maire ne pense pas qu'il est le maître du chef de village. La même chose pour le sous-préfet et le préfet. D'accord. Qu'il sache que le chef de village, c'est le premier pilier de l'État. C'est lui le premier responsable de la communauté. Son village est sous son autorité, est sous sa responsabilité. Numéro 1, c'est le chef de village. Okay. Maintenant, c'est les chefs de village réunis qui amènent une force aux autorités communales administratives. D'accord. Et si depuis là-bas c'est loupé, tout est fini. L'État doit imposer le respect des populations à leur chef de village. D'accord, ça c'est compris. Voilà. Et qu'est-ce que les autorités traditionnelles aujourd'hui peuvent faire dans cette situation d'insécurité? On voit que dans les villages, les gens sont enrôlés n'importe comment. Et nous le savons très bien que partout où il y a ces terroristes-là, quelque part il y a un autochtone là-dedans. Et quel est le rôle des chefs traditionnels pour que cela ne puisse pas arriver? Faudrait-il les valoriser comme vous le dites? Mais il faut non seulement les valoriser, mais les responsabiliser. C'est ce que je dis. Maintenant, tous les chefs de village savent ce qui se passe dans leur village. Mais puisque on ne les considère pas, eux aussi ils observent. Et ne disent rien. Mais s'ils disent quelque chose, ils ne sont pas défendus, ils ne sont pas protégés. Donc, ils sont obligés de se taire. Sinon, il n'y a aucun chef de village qui ne sait pas qui et qui font quoi dans son village. Ils le savent tous. Seulement, si tu te lèves pour aller déclarer ou faire quoi que ce soit, après, tu es le seul qui reste là-bas et tu payes les pots cassés. Hein. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui... beaucoup ne sont pas déclarés, beaucoup ne déclarent pas les gens qui sont des malfrats par-ci, par-là, ce que les gens font, tout simplement parce que quand tu vas déclarer, tu vas rester avec eux. Souvent, en son temps, on prenait des gens devant tout le monde, on les amenait, mais ils revenaient.
Et quand ils reviennent, ils butent tous ceux qui les ont déclarés. Donc, on a vu beaucoup de cas comme ça. Donc, c'est pourquoi les gens ont peur de dénoncer ou de même s'intéresser à ça. D'accord. Faudrait-il que nos autorités exploitent à fond cette question également en lien avec la culture? Tout à fait. Je te dis, tout est culturel. C'est-à-dire, quand les vrais, il y a des chefs, par exemple, tu peux trouver jusqu'à 20 villages sont liés à un seul village. Okay. Et on se rend compte de tout, savent, c'est-à-dire quelles sont les familles capables de faire quoi ou pas. Depuis les ancêtres, quelles sont les familles traîtres, quelles sont les familles honnêtes, quelles sont les familles bandites, quelles sont les familles ainsi de suite. Y a-t-il des familles bandites? Oui, il y a des familles dans lesquelles il n'y a que des délinquants. Ça, c'est naturel, c'est partout. Okay. Donc, les chefs de village la connaissent pratiquement le comportement et la mentalité de la localité. Okay. Et on peut les utiliser. L'État à lui seul ne peut pas. Okay. Les armes là, ça a des limites. C'est vrai, il faut combattre, puisqu'on est combattu. Oui. Mais le combat ne va jamais finir tant qu'on ne dialogue pas, tant qu'on ne cherche pas à apaiser les cœurs. Il faut désarmer les cœurs d'abord. Désarmer les cœurs. Vous parlez, vous avez prononcé deux mots tout de suite, dialogue et désarmer les cœurs. Oui. Ça veut dire quoi exactement? Vous voulez dire quoi? Dialoguer, ça veut dire quoi? Il faut accepter d'abord de se parler. Je sais que l'autre là, c'est mon ennemi. Il sait que moi aussi, je suis son ennemi. Il faut qu'on se parle. Si on se parle, on va avoir des compromis. Mais est-ce que l'ennemi qui est là en face du Mali aujourd'hui est connu? L'ennemi est connu, tout le monde sait. Tout ce qui se passe ici, là, c'est Yad et puis Koufa. C'est aussi clair que ça. Et ils sont tous connus au Mali. On connaît leur maison, on connaît leur père, leur mère, leur famille, tout. Donc, ça a chauffé d'une manière ou d'une autre. Ils se sont retrouvés en Algérie. Alors, est-ce que culturellement, on peut, sur le plan culturel, on va rester dans le cadre de la culture, est-ce que sur le plan culturel, on peut les faire venir? Quelles sont les voies et moyens que nous pouvons exploiter? Il suffit seulement que l'État donne la garantie que si ils viennent, ça se limitera au dialogue. C'est-à-dire, quand ils ont peur, ils ne vont pas venir. Mais quand on les rassure, je vous assure que comment il s'appelle? Koufa, c'est un Peul. On sait les relations entre les Peuls, les Bobos, les forgerons, et même entre eux, les Mabo et autres. Il y a beaucoup de types de personnages qui sont les hommes de sa famille lui-même, qui connaissent depuis son arrière-grand-père jusqu'à lui, qui le connaissent très bien, qui savent les mots appropriés pour lui le désarmer le cœur. La même chose pour Yad. Et de rapprochement en rapprochement, eux, ils peuvent désamorcer les choses sur le terrain. D'accord. Mais tant que on pense qu'on monte en puissance et qu'il faut qu'on fasse la guerre, les armes que nous avons ne sont pas appropriées pour combattre des terroristes qui sont dans les buissons, qui sont dans nos maisons, qui sont mélangés à la population. Ça, c'est lorsque, voilà leur camp, voilà nous, on se bombarde, on se tape. Ok, mais dès lors qu'ils sont parmi les populations, ils sont même parmi les militaires, ils sont parmi même les dirigeants. Donc, finalement, on ne sait pas qui est qui. Quelle est votre inquiétude qu'on s'éternise sur cette guerre? Mais attends, si on continue comme ça a commencé depuis le Grand Nord, c'est venu chez nous au centre. Nous avons beau parler, les sudistes étaient en train de rire de nous, ils étaient en train de faire comme si c'était nous les faux types ou les trucs. Maintenant que c'est au sud,
Voilà la chose. Au moment où ça chauffait là-bas, nous avons décrié, nous avons donné les positionnements, c'est-à-dire les comportements à tenir et les bonnes pistes. On ne nous a pas écoutés. Ils n'ont pas été exploités. Voilà. Donc, et j'ai compris que dans ce pays-là, tant que tu n'as pas la langue mielleuse, tant que tu n'es pas en train d'aller faire le lèche-cul, on ne te considère pas, on s'en fout de toi. Tandis que, aujourd'hui, sans me vanter, personne ne peut parler de la paix ou de quoi que ce soit, de la réconciliation nationale dans ce pays sans Marcellin. Il ne faut pas qu'on se leurre. Ce que je connais dedans, les expériences que j'ai eues dedans, rares sont ceux qui l'ont ça. Mais pour des questions de personnes, ceci, cela, on fait venir des gens qui ne connaissent absolument rien, qui ne sont au courant de rien. On les prend, on les met par exemple dans les trucs de DDR ici, de DDRI ici, des gens qui ne savent même pas les réalités du terrain. Alors, quel est votre avis sur ce processus qui est en cours aujourd'hui, DDRI? Nous avons demandé ça il y a longtemps. Nous avons demandé ça il y a longtemps. Et moi, quand j'étais chef de cabinet, j'ai été mis en mission du gouvernement malien. Je suis parti jusqu'à Koro pour ce dialogue intercommunautaire qui a abouti à l'accalmie qu'on n'a jamais vue au Mali. Et après, on nous a traités d'être des amis des terroristes, d'être terroristes même. Mais ceux de Koro savent que l'accord qui a été signé entre les communautés, les gens pensent que c'était avec des djihadistes. On n'a jamais discuté avec des djihadistes. C'était un accord entre les communautés Peul et Dogon à Koro. Le 24, 25 et 26 février 2021. Les rapports existent. Et on a discuté entre les chefs de village Peul, les chefs de village Dogon, les maires, les administrateurs, les représentants de l'État. Donc, on a pu désamorcer les cœurs. On s'est compris, on a dialogué, on s'est compris entre nous. Et ça a été la chose la meilleure au Mali. Et depuis lors, ça fait maintenant de 2001 à aujourd'hui, dans le cercle de Koro, personne n'a jamais entendu un coup de fusil. Les gens vont dans les marchés, à n'importe quelle heure, tu circules dans la région, dans le cercle de Koro. Vous voulez dire 2021? Oui. Février 2021 jusqu'à nos jours. Les gens cultivent tranquillement. Les gens vont et viennent tranquillement. Même s'il y a certains qui se moquent de moi en disant que nous, on a fait allégeance, on s'est soumis, on s'est ceci, cela. Je dis, tous ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils sont loin de là-bas. Ceux qui vivent sur le terrain savent bien ce qu'il faut pour eux. C'est facile de critiquer de loin, mais va vivre là-bas. Ceux qui vivent là-bas savent ce que vaut un petit temps de ouf. Voilà. Et les chefs de village qui ont participé, côté Peul comme côté Dogon, à ce rapprochement, ont mis en place un accord. Est-ce qu'il y avait dans cet accord-là, quel était le contenu? Est-ce qu'il y avait un côté culturel là-dedans? Le côté culturel était la base de tout. Parce que d'abord, pour rapprocher les deux, il y a eu ce qu'on appelle une association qu'on appelle Monobem. Monobem veut dire vivons en paix ensemble. Donc, dans ce Monobem, il y a les gens de tous les deux côtés. Donc, qui étaient autorisés, même si eux, ils pouvaient traverser les zones hostiles pour atteindre l'autre communauté, aller parler là-bas, venir parler ici. Maintenant, faire en sorte que quelques chefs de village se retrouvent, chefs de village Dogon, chefs de village Peul, se retrouvent dans une zone neutre, ou bien dans une zone Peul, ou bien dans une zone Dogon, jusqu'à ce qu'on a pu maintenant cerner tout le cercle. Donc, c'est des gens qui n'ont pas été à l'école qui ont fait ce travail, hein, et avec l'outil culturel. Ils savent si dans cette zone, pour pouvoir atteindre un tel, il faut qu'on passe par un tel, un tel, un tel. Donc, ils savent carrément l'historique de la chose.
Donc, c'est des gens comme ça qu'on a mis en mission et qui ont pu nous amener vers un résultat qui peut être maintenant consommé. Satisfaisant. Voilà. Donc, tout le monde est venu. Et ce jour, moi, j'ai même... on a tenté de m'empêcher d'aller pour aller faire ça. Okay. Bon, je devais aller avec mon ministre, mais malheureusement, finalement, c'est moi seul qui suis parti. Et nous avons fait bien le travail. Nous sommes revenus. Et dans ça, qu'est-ce qui a été dit? Les Peuls ont dit que eux, ils ont été suffisamment rasés. Leur village, tout a été rasé. Donc, eux n'ont pas où vivre. C'est pourquoi ils sont en brousse. Leurs enfants sont en brousse. Et eux aussi, ils se défendent. Tout simplement parce que nous, au niveau des Dogons, nos chasseurs sont eux aussi en train de défendre leur village. Donc, ils se promènent de village en village Peul ou bien de brousse dans la brousse pour ratisser. Donc, ils ont demandé à ce que eux, on les comprenne. Okay. Ils sont prêts à ne plus attaquer les Dogons ou qui que ce soit dans la brousse. Parce qu'ils n'ont plus de maison, eux ils vivent dans la brousse. Donc ils sont devenus comme des hommes de la brousse. Maintenant, dans leur quiétude en brousse, si ils se sentent menacés, eux aussi ils ripostent. Donc c'est d'attaque en attaque qu'on s'entretient en brousse comme ça. Je vois. Donc maintenant, eux ils sont prêts à parler à leurs enfants. Et que nous aussi, de notre côté, on puisse parler à nos enfants qui sont les chasseurs. En ce moment, nous avons pris l'engagement que les chasseurs de la zone de Koro, puisqu'ils étaient eux aussi représentés dans la réunion, on va prendre des dispositions pour que tous les camps de chasseurs qu'on avait mis dans la zone de Koro puissent être levés. C'est un désarmement ou en tout cas démolition, donc démobilisation de nos troupes pour que chacun rejoigne son village. Maintenant, vous avez vos armes, vous êtes dans vos villages. Désormais, on est dans le dispositif de la paix. D'accord. Et sans vous couper la parole, où en sommes-nous aujourd'hui, voyant bien que les plus hautes autorités ont décidé d'aller, d'accélérer sur le DDRI? Oui, c'est en ça que je voulais venir. Quel est l'avenir et l'État, par rapport à Koro, je précise bien, l'État que j'avais représenté avait clairement dit, si les chasseurs, comme les jeunes Peuls, laissent leurs armes pour la paix, on va les intégrer dans le DDR. Et aujourd'hui, à ce que je sache, c'est la seule zone où les gens ont clairement déposé les armes. Si on doit aujourd'hui intégrer les gens, ça doit commencer par eux. Ils ont fait et ils ont donné le ton depuis 2021 sur recommandation de l'État malien qui devrait réhabiliter les zones détruites et qui devrait réinsérer les vieux chasseurs et autres. Ceux qui ont pris les armes. Oui. Et puis les jeunes, les intégrer dans l'armée. Donc nous, on a dit, il n'y a aucun problème, ce n'est pas même avec des grades ou ceci, cela. C'est les gens qui ont pris les armes, que ce soit Dogon ou Peul, pouvez-vous nous préciser que ce ne sont pas des terroristes, ce sont des Maliens qui se défendent également? Si, ce sont des Maliens qui se défendent, qui se sentent menacés, qui ont pris des armes et qui se battent. À un moment donné, il y avait quand même beaucoup d'étrangers parmi eux. Et depuis qu'on est parti vers l'accord entre eux et nous, les chefs de village Dogon et Peul, quand ils se sont compris, maintenant, tous ceux qui sont étrangers, qui étaient parmi eux là en brousse de Koro, sont tous partis. Parce qu'eux, ils les ont libérés. Maintenant, c'est les enfants qu'on connaît très bien, les jeunes Peul qu'on connaît, c'est eux qui sont dans la brousse. Donc maintenant, les jeunes Dogons aussi sont là. Et aujourd'hui, ils sont tous prêts parce qu'ils ont tous désarmé. Mais chacun a son arme. Mais quand l'État dit désarmer et respecter les clauses de cet accord, et on va vous intégrer.
Les gens attendent ça. Moi, chaque jour, on m'appelle DDR Damnena, DDR Damnena. Et on a demandé à Dana Amasagou de donner des noms. Dana Amasagou, c'est une grande association, un mouvement d'autodéfense très solide dans le pays d'Ogon. Mais avec cet accord, ceux de Koro se sont vus excommuniés de Dana Amasagou. Ah bon? Oui, parce que en allant vers l'accord, ils ont, comme Dana Amasagou dit, ils ont trahi Dana Amasagou. C'est comme une trahison. Donc du coup, quand on a dit de donner à Dana Amasagou de donner une liste, ils n'ont pas donné des gens de cette zone. Okay. Tandis que dans cette zone, il y a 10 fois plus de chasseurs que dans les autres zones. Alors, quel est votre appel aux plus hautes Maintenant, autorités? les autorités doivent le savoir et ils le savent. Parce que les plus hautes autorités ont fait la zone, ils savent que pendant qu'il y avait des problèmes, c'était le cercle de Koro qui souffrait et c'était dans le cercle de Koro qu'il y avait les chasseurs pour défendre cette communauté-là. Maintenant que eux, entre eux, ils se sont compris, ils ont déposé les armes, donc c'est eux qui sont devenus les apatrides. Tandis que c'est l'État qui les a poussés à aller vers ça. Donc il faut que justice soit rendue, puisque Dana Amasagou ne leur a pas pris en compte dans sa liste. La vraie liste, grande liste, c'est là-bas. Ceux qui ont désarmé et qui ne sont pas aujourd'hui invités à la table. Ça peut amener d'autres problèmes après. Oui, d'accord. Parce qu'ils ont leurs armes, ils sont bien aguerris, c'est eux qui ont réellement fait beaucoup de combats, et pour des raisons, par respect pour l'État, ils ont accepté de déposer les armes en attendant que l'État soit fort. Mais est-ce que le processus ne continue pas? Est-ce qu'ils ne sont pas pressés? Non, ce n'est pas qu'ils ne sont pas pressés. Si l'État devrait les appeler, on vous avait dit de désarmer, maintenant, venez, on va vous enrôler. Et si ça prend du temps, ça pourrait créer d'autres remous. Mais c'était clair. Aujourd'hui, on est en train de prendre des gens qui n'ont jamais fait de combat. Ceux qui ont combattu, qui sont avec leurs armes, sont là-bas. Or, c'est vous qui leur avez dit, déposez vos armes, après on va venir. Okay. Vous allez intégrer. Donc nous, en tout cas au niveau de l'État, on fait confiance bien sûr à l'État, mais peut-être que c'est des conseils qui ont manqué ou il y a des vigilances qui ont manqué par-ci par-là, mais quand même il faudrait qu'ils revoient cette situation qui est aujourd'hui très critique. Si on ne fait pas attention, il y a 1 millier, sinon plus, de combattants, d'ex-combattants qui ont leurs armes et qui sont dans la zone là-bas. D'accord. Tandis qu'ils sont en train de prendre quelques centaines par-ci, par-là, et qui, on est contre personne, mais ce qui est clair, les gens qu'on nous a fait démobiliser, il faudrait qu'on prenne compte de leur existence et ils sont prêts à venir. Dans tout ça, là, comment va la sécurité de la zone? Au niveau de la zone, au Mali de façon globale. Je peux dire au Mali, la zone la plus stable, c'est le cercle de Koro, sans même me déranger, je le dis. Grâce à cet accord-là, entre les communautés Peul et Dogon, et grâce aux chasseurs de la zone qui ont accepté de déposer les armes, parce qu'ils ont eu confiance en l'État, parce que l'État leur a dit, déposez vos armes, on va vous intégrer. Et sur le plan national, comment voyez-vous la situation sécuritaire? La situation sécuritaire nationalement, elle est dégradée. Parce qu'il faut avoir le courage de se le dire. On a atteint des niveaux que personne ne croyait qu'un jour il y aurait de l'instabilité dans ces zones-là. Mais toujours est-il que c'est le dialogue seulement qui peut finir ça. Il faut qu'on accepte de confier des missions à des personnes qui ont l'expertise, qui ont l'expérience et qui peuvent. Et non à des personnes pour les faire plaisir ou bien pour qu'ils puissent avoir un boulot ou bien pour qu'ils puissent avoir un peu d'argent. D'accord. Non. Nous nous acheminons vers la fin de cet entretien. Si vous avez un mot dans le cadre de l'année 2025 comme année de la culture et sur d'autres plans aussi, quel serait votre mot de la fin? Bon, moi je félicite le gouvernement de la transition pour les belles initiatives entreprises et je les exhorte à vraiment
bien appliquer les choses qu'ils prennent, les décisions qu'ils prennent. Voilà. Donc, il faut fidéliser le peuple. Il faut, comment on appelle, s'approprier le peuple. Parce que, à un moment donné, les cœurs ont commencé à vibrer. Pas de confiance, mais de peur. Donc, il faut des bonnes alternatives pour que on puisse bouger. La culture a-t-elle sa place aujourd'hui pour mettre fin à cette guerre? La culture peut bel et bien être le meilleur remède pour cette situation que nous vivons, pour carrément, en tout cas, pas éradiquer totalement dans un temps bref, mais quand même donner de lueurs d'espoir, de sortie de crise de façon durable. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.